Tous les jours, vous êtes contrôlé par des gens. Ils vous exploitent, ils se jouent de vous, et vous ne le savez même pas. Et ça tombe bien parce que j'ai décidé de mettre fin à cette infamie. Là, maintenant. Aujourd'hui, dans cet épisode de Le Saviez-vous, on va voir tout un tas d'astuces psychologiques qui vont vous aider à contrôler les autres, mais également votre environnement. Accrochez vos slips, c'est parti. Bon, on commence par ma préférée, celle de Benjamin Franklin. Alors Benjamin Franklin, c'est qui? C'était avant tout un collectionneur de livres passionné, un journaliste, musicien, écrivain, inventeur et même un dresseur d'ours. Non, ça non. Et plus tard, homme politique. Tout un tas de métiers qui lui permettront d'affiner sa compréhension du comportement humain. C'est également un des pères fondateurs et celui que vous pouvez apercevoir sur les billets de 100 $ aux États-Unis. Bref, c'est un mec qui pèse dans le game. Ses activités d'imprimeur et d'écrivain lui permettront de se lancer dans la politique et il deviendra d'ailleurs le 6e président de la Pennsylvanie. C'est durant ces années-là qu'il sera amené à populariser une technique d'influence qui porte désormais son nom, l'effet Benjamin Franklin. Alors certains la décrivent comme la méthode pour se faire des amis ou la méthode pour se faire apprécier à tous les coups. Benjamin Franklin, lui, la décrivait de cette manière. Celui qui vous a déjà rendu service une fois sera plus facilement prêt à recommencer que si c'est vous-même qui lui aviez rendu service. C'est également vrai pour l'inverse, et c'est pour cette raison que certaines personnes en arrivent à détester leurs victimes. Un bon exemple, ce sont par exemple les atrocités qui sont parfois commises pendant les guerres. On déshumanise l'ennemi, ce qui change complètement notre perception du meurtre, ou voire même de la torture, chose qu'on n'aurait jamais fait dans un autre contexte. Oh là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je sais que ça peut paraître un petit peu contradictoire, parce qu'on part tous du principe que pour charmer quelqu'un, c'est plutôt à nous d'aider l'autre. Mais avant de vous expliquer pourquoi cet effet marche et comment il fonctionne, je vais d'abord vous raconter l'histoire qui est arrivée à Benjamin Franklin et qui a donné jour à cet effet. Quand Benjamin Franklin entra en politique en 1736, il remporta l'élection de secrétaire d'État à l'Assemblée générale et commença à se faire quelques ennemis radicalement opposés à ses idées. Voilà, rien de nouveau en politique, c'est toujours un peu le principe. Seulement quelques temps après, Benjamin Franklin arriva à la fin de son mandat, et son plan était plutôt simple, être réélu. Lors de cette période, il a dû faire face à un de ses adversaires qui prononça un discours plutôt menaçant contre sa réélection. Benjamin Franklin réalisa alors deux choses. L'homme ne changerait pas d'état d'esprit, il était déterminé, opposé à ses idées, et Deuxios était un homme qui avait une grande influence dans le milieu politique. Il réalisa alors que s'il n'arrivait pas à renverser la tendance, ses chances d'être réélu seraient très fortement compromises. Il commença donc à réfléchir à un plan, afin de changer l'opinion que l'homme avait sur lui. Pour ça, il commença par lui envoyer une lettre lui demandant s'il lui était possible de lui prêter un livre plutôt rare, que lui seul avait en sa possession. Bon, comme dit tout à l'heure, Benjamin Franklin, il était connu pour adorer la littérature, donc sa demande n'était pas vraiment suspecte. Du coup, son adversaire lui envoya le livre, accompagné d'une petite note. Franklin lut le livre, puis lui renvoya, accompagné d'une lettre de remerciement. Quand Benjamin Franklin rencontra une nouvelle fois l'homme à l'Assemblée, son adversaire s'approcha immédiatement de lui et ils engagèrent une discussion très calme à propos du livre et d'autres intérêts qu'ils avaient en commun. Les deux hommes sont par la suite devenus des amis très proches et ils le sont restés jusqu'à leur mort. Comme vous le devinez sûrement, Benjamin Franklin a été réélu par la suite et son plan a fonctionné parfaitement. Mais alors comment un simple livre a réussi à faire changer d'avis son adversaire qui était radicalement opposé à ses idées et ses principes? Ça s'explique assez facilement en fait, et ça s'appelle la dissonance cognitive. Comme dit plus haut, on pense souvent que c'est en rendant service à une personne que cette dernière aura de l'affection pour nous et nous aimera davantage. Je vous rassure, c'est pas du tout faux, et ça marche d'ailleurs très souvent. Mais aujourd'hui, vous venez de voir que l'inverse est tout aussi réalisable. Dans la logique, si vous essayez de rendre service de façon préméditée, c'est en théorie que vous appréciez cette personne. C'est de la logique de base, quoi. Si t'aimes pas ton voisin, par exemple, tu vas pas aller lui rendre service, ça ne viendrait même pas à l'esprit. Mais si l'on n'apprécie pas quelqu'un et que l'on accepte tout de même de lui rendre service, pour reprendre l'exemple de Benji, j'ai envie de l'appeler Benji. Bref, si on reprend l'exemple de Benji et qu'on se met à la place de son adversaire, c'est-à-dire lui prêter un livre, notre cerveau, il va être face à une incohérence. Vous n'aimez pas cette personne, mais en même temps, vous lui faites plaisir. C'est complètement contradictoire. Et ce phénomène s'appelle la dissonance cognitive. On entre alors dans un état mental où on agit contre notre principe de base. Dans le cas de Benjamin Franklin, on sera face à un principe de réciprocité. Bon, quand ça vous arrive, le cerveau,
il aime pas du tout ça. Et son objectif est très simple, changer cet état mental inconfortable. On va alors s'auto-convaincre qu'on apprécie cette personne afin que notre opinion soit en raccord avec nos actes. Cette petite histoire anodine vous a montré à quel point la dissonance cognitive était puissante. Son adversaire, qui était alors complètement opposé à Benjamin Franklin, s'est vu obligé de lui prêter un livre, parce que oui, bon, à l'époque, ça aurait été quand même mal vu de lui refuser, et il est donc entré dans cet état mental contradictoire. Son cerveau, pour donner un sens à son geste, l'a alors convaincu que Benjamin Franklin n'était peut-être pas si mauvais que ça. Allez, on enchaîne sur le mimétisme. Bon alors le mimétisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la particularité qu'a une espèce à se confondre avec l'environnement ou les individus d'une autre espèce. Chez certaines personnes, cette capacité est innée, on appellera alors généralement ces personnes des caméléons. Leur but est toujours le même, se fondre dans leur environnement en imitant le comportement des autres, que ce soit physiquement, dans la manière de bouger, de se déplacer, voire même de parler. Et c'est pas tout. Les recherches ont démontré que les personnes ayant été imitées étaient beaucoup plus enclines à être sympathiques avec la personne les ayant imitées. Je crois que j'en ai perdu quelques-uns en route là. L'étude a également montré que les personnes ayant été imitées étaient plus gentilles avec les gens de manière générale, c'est-à-dire même avec des gens n'ayant rien à voir avec l'environnement où ils avaient été imités. L'explication viendrait du fait que les personnes ayant été imitées se sentiraient mises en valeur et auraient le sentiment d'être quelqu'un d'important, voire d'accompli. Oh, si je vous dis que pour assurer votre premier encart avec Monique, il faut l'emmener dans un parc d'attractions. Bien selon le psychologue Richard Robinson, les recherches ont montré que les montagnes russes permettraient de relâcher une hormone qui causerait de l'euphorie. Cette hormone s'appelle la phényléthylamine et elle est relâchée quand on rencontre quelqu'un d'attirant. Ce sera également elle qui donnerait ce sentiment bizarre qu'on appelle coup de foudre. Richard Robinson le dit lui-même, la phényléthylamine crée un sentiment de joie et d'excitation, alors si vous voulez voir quelqu'un tomber amoureux de vous, emmenez-le sur une montagne russe. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais comme d'habitude, ce bon vieux Richard, il nous dit pas tout. Et oui, parce que si l'hormone apparaît très rapidement, elle disparaît également tout aussi vite. Richard Robinson conseille également aux gens de se rencontrer dans le noir total, et également de ne pas se raser les aisselles. Ouais, ça se tient. Il explique que le plus important pour trouver un ou une partenaire, c'est l'odeur. Car c'est le meilleur moyen de savoir directement si une personne est différente de vous génétiquement. Oui, parce que j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais au cas où vous le sauriez pas, on est programmé génétiquement pour être attiré par des personnes très différentes de nous. Selon une étude expérimentale américaine publiée dans le journal Appetite, mâcher un chewing-gum serait un moyen de booster ses performances. Mais alors comment ça marche ? En gros, le fait de mâcher permettrait de mieux irriguer votre cerveau et donc d'augmenter ses performances. L'étude n'a pas été dirigée par un plouc, mais par Serge Oniper, un professeur en psychologie travaillant à l'université de Saint-Laurence. Ils ont fait passer un test cognitif à 224 étudiants répartis en 3 groupes. Ceux du premier avaient mâché du chewing-gum pendant 5 minutes avant le test, ceux du deuxième en avaient mâché pendant le test, et enfin ceux du troisième n'ont eu droit à aucun chewing-gum. Eh bien les résultats sont assez impressionnants. Les étudiants du premier groupe se sont avérés être les plus performants, surtout durant les 20 premières minutes de l'examen. Alors comment est-ce que ça marche, le saviez-vous, La mastication est une activité physique, et comme toute activité physique, elle augmente les pulsations cardiaques, ainsi que la pression artérielle. Tous ces mécanismes produiraient un afflux de sang vers le cerveau, améliorant ainsi les capacités de mémorisation. Mais alors pourquoi ceux qui ont mâché un chewing-gum pendant l'examen ont eu un moins bon résultat? Eh bien si vous mâchouillez pendant l'effort intellectuel, vous allez créer une concurrence entre les deux activités de votre cerveau, ce qui aura pour effet de réduire vos performances. La technique de la porte dans le visage est une technique qui mérite sa place dans ce classement. Prenons un exemple. Mettons que vous essayez de vendre votre voiture à quelqu'un qui est face à vous. La technique consistera à commencer par lui proposer un montant ridicule. Par ridicule, j'entends bien trop élevé par rapport à ce que vous souhaitez vendre. L'acheteur sera donc obligé de décliner votre offre et c'est là que tout commence. Maintenant que vous avez proposé un montant astronomique, qu'il a bien sûr refusé, vous allez faire votre deuxième tentative et lui proposer cette fois-ci un montant bien plus raisonnable. La plupart du temps, ce sera le montant que vous aviez en tête au départ. Avec de l'entraînement et en travaillant les détails, comme votre approche ou votre façon d'aborder l'acheteur, vous pouvez arriver à des résultats très impressionnants. Cette astuce est très souvent utilisée en marketing et vous pourrez trouver des exemples un petit peu partout sur la toile car c'est une des plus efficaces. Cette technique marche surtout quand vous avez un contact avec la ou les personnes. Voici quelques exemples pour vous la situer. Dans l'exemple où on demandera de l'aide à un ami, la demande numéro 1 commencera par « Peux-tu garder mon chat pour la journée ?» Comme d'habitude, on commence avec une demande surréaliste que la personne sera presque obligée de refuser. On enchaîne alors avec la demande numéro 2 « Pourrais-tu garder mon chat pour 1 heure ?» Ce qui lui semblera bien plus correct.
Voilà les petits lapins, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à la partager autour de vous, à la populace, à vos amis, vos parents. N'hésitez pas bien sûr aussi à me laisser dans les commentaires des idées originales pour des éventuelles prochaines vidéos. Je vous conseille de le faire sur la vidéo que se passerait-il si 7 milliards de personnes sautaient en même temps. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et passez un bon week-end. Et bien sûr, comme d'habitude, vous êtes awesome.